Bonjour et bienvenue à tous sur le réseau Idealco et sur notre communauté mobilité. Aujourd'hui, nous faisons donc une première webconférence en collaboration avec la plateforme France Mobilité du ministère des Transports. J'ai donc le plaisir de recevoir la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup pour parler de leur offre mobilité innovante destinée à revitaliser les centres. Nous recevons donc Madame Masraval ainsi que Madame Thibault pour nous parler de tout ce que la communauté de communes a développé en termes de mobilité. Avant de leur laisser la parole, je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous grâce au module de questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Surtout, profitez d'avoir nos intervenants en direct pour leur poser toutes les questions qui vous interpellent et partager vos retours d'expérience. Sans plus attendre, je laisse donc la parole à Madame. Donc, je vais vous présenter le territoire de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Donc, le territoire se trouve au nord de Montpellier, dans le département de l'Hérault. Donc, vraiment, nous sommes limitrophes de la métropole. On peut même voir qu'il y a une appendice de la métropole qui entre sur notre territoire. On y reviendra plus tard dans la présentation. Notre territoire est composé de 36 communes. C'est un territoire rural avec plus de 24 communes qui ont moins de 1000 habitants. Ensuite, nous avons quand même 4 grosses communes qui sont un peu les centres de notre intercommunalité, de 4 qui ont plus de 3000 habitants. C'est un territoire qui est assez étendu, car il représente près de 10% du territoire de l'Hérault. Nous sommes aujourd'hui sous la barre des 50 000 habitants, mais on devrait les atteindre d'ici 2 ans, à peu près, d'après les estimations. On est un territoire rural et connu pour sa viticulture. Vous connaissez le Pic-Saint-Loup, on a 10% qui sont des vignobles. On se situe au cœur de différents sites. À l'ouest de notre territoire, on a le grand site des Gorges de l'Hérault. Au nord, on a le parc national des Cévennes. Et à l'est, on a le département du Gard. Donc, on est vraiment entouré par des grands territoires et au sud par la métropole. On a des axes principaux avec 2 axes nord-sud qui sont la départementale 17 qui rejoint Montpellier par Saint-Mathieu-Tréviers puis qui va vers le Gard. Et à l'ouest, on a la départementale 986 qui fait Montpellier, Saint-Martin-de-Londres, puis la commune de Ganges qui est une grande commune du département de l'Hérault. En termes, donc ce que je vous disais, en termes d'habitants, nous sommes sous la barre des 50 000 habitants, avec une population qui est quand même ciblée vers le sud du territoire, avec des grosses communes comme Saint-Gély-du-Fesque, Saint-Clément-de-Rivière, Théran, donc les communes qui sont vraiment limitrophes de la métropole. Et ensuite, nous avons quelques grosses communes comme celle de Saint-Martin-de-Londres et Saint-Mathieu-Tréviers, avec donc plus de 3000 habitants pour ces communes, en sachant qu'on a aussi des secteurs où il y a très peu d'habitants. C'est tout le secteur ouest du territoire, ce qu'on appelle la vallée de la Buège, avec les communes de Péguerolles-de-Buège, Saint-Jean-de-Buège, Saint-André-de-Buège et Causse-de-la-Selle, qui sont vraiment des communes très rurales, tournées vers la commune de Saint-Martin-de-Londres et vers la commune visée au nord de Ganges. Pour le territoire de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en fait, on remarque que 2/3 des actifs travaillent à l'extérieur du territoire, beaucoup vers Montpellier, mais ça peut aussi être vers le nord, vers Ganges ou vers l'ouest, donc avec une forte pratique de l'autosolisme, des embouteillages importants aux heures de pointe sur les axes qui relient Montpellier en particulier. On se rend compte qu'on a des transports collectifs qui sont insuffisants en termes de cadencement et qui sont de ce fait peu utilisés par les habitants. Donc vraiment, l'objectif pour notre intercommunalité est d'améliorer les mouvements pendulaires, donc les mouvements domicile-travail,
en développant une offre de déplacement pour tous les usagers, à la fois les actifs, les captifs, les jeunes, mais aussi les seniors, parce qu'on se rend compte qu'il y a une difficulté de mobilité pour cette population-là. Donc, la communauté de communes, alors que nous n'avons pas aujourd'hui la compétence mobilité, on se rend compte qu'on est assez dynamique en termes de mobilité avec différentes actions. Une première sur les mobilités actives, avec tout ce qui est vélo, marche à pied, vélo à assistance électrique. Vous le verrez, on vous présentera dans la présentation. Nous travaillons sur différentes pistes cyclables, dont une importante qui va vers Montpellier et qui sera prolongée jusqu'au littoral. Ces mobilités actives, donc, on y travaille depuis plusieurs années. On y a travaillé dans le cadre de notre schéma global de déplacement et aujourd'hui, on y travaille avec une réponse à l'appel à projet à vélo. Pourquoi on s'intéresse beaucoup au vélo à assistance électrique? Parce qu'on a des dénivelés qui ne sont pas toujours évidents sur notre territoire. Donc ça peut faciliter aussi certaines personnes à accéder au VAE et à la pratique du vélo. Ensuite, on a des nouvelles mobilités avec tout ce qui concerne le covoiturage, l'autostop organisé avec réseau pouce, mais aussi l'autopartage. On travaille aussi sur le TAD avec la prolongation des lignes de transport de la métropole. Une en particulier depuis septembre 2018 avec un rabattement vers la ligne de tramway et depuis septembre 2019 vers le TER. Et aussi un travail de coordination avec l'AOM, région et 3M, qui sont les entités compétentes en termes de mobilité. Donc, pour faire un état des lieux de notre territoire, on se rend compte, donc pour rappel, notre territoire se trouve ici, au nord-est du département de l'Hérault. On est l'intercommunalité qui utilisons le plus la voiture particulière dans ses déplacements. Cela s'explique par l'attractivité vers la métropole, par des distances qui sont assez importantes et ce que je vous disais, par des dénivelés qui sont aussi marqués. On le reverra après, le fait d'avoir ces dénivelés importants, le fait aussi d'être un territoire rural, ça peut aussi limiter la pratique du vélo. En termes de sécurité, nos routes sont parfois pas très larges, donc il y a des gens qui sont un peu qui hésitent à utiliser le vélo. Donc c'est vrai, c'est pour ça qu'on a une forte utilisation de la voiture particulière. Cette dépendance à l'automobile, elle ne se voit pas forcément dans les grandes communes comme Saint-Gély-du-Fex, comme Saint-Mathieu-Tréviers, comme Saint-Martin-de-Mont, mais plus sur les communes limitrophes, les villages autour, où vraiment les gens utilisent leur voiture pour aller faire leurs courses, pour aller travailler, pour amener les enfants à l'école, au collège, alors que c'est vrai que sur Saint-Mathieu-Tréviers, sur Saint-Martin-de-Mont, sur Saint-Gély-du-Fex, les grosses communes, il y a des gens qui travaillent et qui habitent dans la même commune. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu moins d'utilisation de la voiture. Ensuite, en termes de mobilité entre les différents territoires, on se rend compte que quand même, on est au niveau départemental le deuxième flux le plus important du département pour les transports collectifs avec le premier, c'est le pôle de Sète Montpellier. Et nous sommes donc le deuxième qui allons vers Montpellier. Ça s'explique vraiment parce que notre territoire est aux portes de Montpellier et a vraiment, comme vous pouvez le voir sur cette carte, une superficie importante. Sur le réseau de lignes de transport collectif, on est vraiment, comme beaucoup de métropoles, sur un réseau en étoile qui va vers la métropole. On a 3 lignes vraiment prioritaires avec 85% des voyages qui sont organisés, qui sont dépendants de ces lignes. Et il y en a une qui ressort en priorité, c'est celle qui va de Ganges à Montpellier, donc cet axe, la ligne 608.
que je vous disais que Ganges est un deuxième pôle assez important, c'est en dehors du territoire de notre communauté de communes. Et c'est vraiment cette ligne qui est énormément utilisée, qui passe par la commune de Saint-Martin-de-Londres et par la commune de Saint-Gély-du-Fait, qui sont deux communes prioritaires de notre territoire. Ça représente 6% des déplacements en termes de transport collectif. Vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas de ligne est-ouest, hein. On est vraiment sur un aller vers le sud, on va vers Montpellier et le soir, on retourne vers le nord. En aire creuse, on a très peu de dessertes. Elles sont parfois assurées par les transports des scolaires qui peuvent sont mis à disposition pour les habitants. Mais vraiment, on a très peu de dessertes en heure creuse. Enfin, je dirais que certaines communes, comme vous pouvez le voir, ne sont pas du tout desservies par les transports. Vraiment, le territoire, il y a des zones blanches en termes de transport collectif. Côté usager, donc on a échangé sur ce que les habitants souhaitaient, parce qu'ils utilisaient tous leur voiture, mais on les a donc sollicités pour leur demander, et ce qui ressort en fait, c'est qu'ils nous demandent le développement des transports collectifs, bus, minibus, navettes, mais aussi le transport à la demande. Donc, ces gens qui utilisent leur voiture, en fait, ont besoin, on souhaite avoir une offre en transport collectif qu'aujourd'hui, ils n'ont pas. Après, vous pouvez vous rendre, il y a d'autres sujets comme le covoiturage, le télétravail, les aménagements de pistes cyclables, mais vraiment ce qui ressort, c'est un besoin de transport collectif. Donc, on a mené des enquêtes auprès des habitants pour savoir vraiment ce qu'il leur fallait. Ces enquêtes ont été menées dans le cadre de réunions publiques. On a fait des sollicitations dans les journaux. Mais vraiment, on se rend compte que sur les 3 bassins de vie prioritaires, on a mené ces enquêtes. Donc, le transport collectif, ce que je vous disais, a été plébiscité largement. Également, la mise en place de minibus ou de navettes. Et puis, bon, ponctuellement, vous voyez qu'il peut y avoir d'autres demandes comme sur des pistes cyclables ou sur de la mise à disposition d'aires de covoiturage. Mais ces demandes en vélo, ça va vraiment concerner les communes qui se situent aux portes de Montpellier, donc en particulier la commune de Saint-Gély-du-Fesque, qui est tellement près de Montpellier qu'elle peut y accéder en vélo. Voilà pour ma partie. Donc Aurélie vous a présenté un petit peu tout le contexte, les enjeux dans lesquels s'inscrit le projet de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Donc maintenant qu'on a mis le cadre, les enjeux, le diagnostic, je vais vous développer de manière plus pragmatique le projet comme aménagement durable qui a nécessité une approche partenariale. Et je vais le faire en 3 parties. D'abord, une première partie dans le cadre des relations qui ont été tissées avec la métropole de Montpellier à travers un contrat de réciprocité. Ensuite, à travers la démarche nationale France Mobilité et les appels à projets qui ont pu être lancés par l'ADEME. Et enfin, dans le cadre de la contractualisation avec la région qui porte aussi une logique bourg-centre. Donc, au niveau du contrat de réciprocité avec la métropole de Montpellier, il a été initié en novembre 2017. Il y a une délibération du conseil communautaire en faveur de la signature de ce contrat. Et en décembre 2017, il a été signé par l'ensemble des parties. Donc, ce qui prévalait à la signature de ce contrat, c'était un ensemble d'actions qui étaient susceptibles d'être menées parce qu'avec des intérêts conjoints.
portait tant sur l'agroécologie, le tourisme, la culture, que les transports et la mobilité. C'est des intérêts conjoints qui ont induit la signature de ce contrat de réciprocité, avec notamment la volonté de desservir des communes limitrophes de la communauté de communes par les lignes des transports de l'agglomération de Montpellier, les lignes TAM, notamment tirer les lignes de la métropole sur notre territoire, où, on le verra plus tard, la possibilité d'arrêter les lignes de transport en commun de la métropole qui traversaient notre territoire sans s'y arrêter, leur possibilité de s'arrêter sur notre territoire pour le desservir. Et puis aussi, par des effets d'échelle, la possibilité de mener des groupements de commandes, notamment pour l'acquisition ou la location longue durée de vélos à assistance électrique ou le partage de solutions de covoiturage ou aussi permettre la mise en place d'arrêts de réseau pouce, l'autostop organisé sur le territoire de la métropole de Montpellier pour organiser le retour de cet autostop. C'est-à-dire qu'il y avait des autostoppeurs qui partaient de notre territoire avec cet outil, réseau pouce, qui allaient sur le territoire de la métropole, mais qui, faute d'arrêt situé à Montpellier, ne pouvaient pas revenir sur notre territoire. Donc au total, il y a des déplacements pendulaires, on le voit, qui rythment les déplacements quotidiens des habitants du Pic Saint-Loup. Et l'exemple typique d'aberration qui pouvait prévaloir avant la mise en place de ce contrat de réciprocité, c'était donc l'exemple de cette ligne 36 qui partait de la métropole de Montpellier. Castelnau-le-Lez et Clapiers sont situés sur le territoire montpelliérain, qui allait à Saint-Brézéry et Montaut, également situés sur le territoire de la métropole, et traversait Théran, commune de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, sans s'y arrêter. Donc, on avait bel et bien des habitants qui voyaient passer les bus sans pouvoir monter dedans, alors qu'ils avaient un fort besoin de déplacement sur le territoire de la métropole, notamment Castelnau-le-Lez, où ils ont un lien, vous voyez, parking là, P plus tram, donc un rabattement sur le tramway. La signature de ce contrat de réciprocité a permis de répondre à un besoin de 3 500 voyageurs par an, pour un coût pour la communauté de communes de 6 000 € par an. On voit bien qu'il y avait une approche coût-bénéfice qui était très intéressante pour notre intercommunalité. Cette ligne 36, elle a évolué en ligne 27, puisque la métropole de Montpellier a été amenée à faire évoluer sa DSP. Cette ligne a été bouclée sur le pôle d'échange multimodal de Baillargues, qui est une PEM qui permet un rabattement sur le TER, donc sur une gare SNCF, avec un cadencement très intéressant vers la métropole de Montpellier. Donc, ce dispositif de transport à la demande qui a été étendu à Théran, sur le territoire de la communauté de communes, a été vraiment très intéressant pour notre PCI, pour cette commune, pour toutes les communes qui sont situées en périmétrie et qui se rabattent sur Théran. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a un rabattement possible via une ligne de transport à la demande sur le tramway via Castelnau-le-Lez, mais également sur le train via Baillargues. Donc, une première approche partenariale d'ouverture sur nos voisins, la métropole, mais également une approche partenariale avec nos partenaires institutionnels et même historiques, on peut dire, de l'ADEME, puisqu'elle nous accompagne depuis la mise en place de notre schéma global de déplacement, donc depuis 2015, à travers des appels à projets, notamment la démarche nationale France Mobilité, qui nous a beaucoup aidé dans le déploiement de solutions de mobilité et du bouquet service que nous vous présentons aujourd'hui avec Aurélie. Donc, tout d'abord, une réponse à des appels à manifestation d'intérêt de France Mobilité à 2 niveaux. D'abord, en lien avec le département de l'Hérault, à travers le PHMI, PAC Hérault Mobilité Inclusive. Nous avons répondu avec comme chef de file 2 départements et avec une autre intercommunalité, communauté de communes des Cévennes gangeoises et sumenoises, qui est située au nord de notre territoire. Donc, une première vague d'appels
à projet, puis une deuxième où là, nous avons répondu en notre nom propre et qui a constitué le projet qu'on vous présente aujourd'hui, qui est le projet de pôle nouveaux usages, c'est-à-dire un pôle d'échange multimodal d'un nouveau genre. Donc, on voit un premier volet sur des réponses à des appels à projets de manière conjointe, mais également une réponse à un appel à projet vélo et territoire, donc lancé par l'ADEME. Donc, on a été lauréat tant sur PNU que sur ce projet vélo et territoire de continuité de pistes cyclables, et cela à travers des partenariats nombreux, donc avec les institutionnels, que sont la région, le département de l'Hérault, Hérault-Transport, donc, qui déploie les solutions de mobilité sur notre territoire pour la région Occitanie, TAM, donc Transport d'agglomération Montpellier-Rennes pour le département, pour la métropole de Montpellier, les EPCI limitrophes, Office de tourisme communément, donc qui sont compétents en termes de voirie, mais également le UIN, donc tout ce qui est éducation nationale, pour le volet animation que l'on mène en partenariat avec les instituteurs, l'ADEME et l'ADREAL, bien évidemment, la DDTM, le CEREMA, je vais même parler de la Banque des territoires, c'est vrai qu'on ne l'a pas stipulé là, mais c'est aussi un partenaire financier important pour nous. La coopérative d'électricité de Saint-Martin-de-Lons, oui, nous avons une coopérative d'électricité sur notre territoire, donc c'est un acteur local très important, notamment dans le portage des véhicules électriques, la mise en place de bornes de recharge électrique sur les aires de covoiturage, mais également des entreprises et des associations qui sont les forces vives de notre territoire. Le nerf de la guerre reste évidemment l'aspect budgétaire, on le sait bien. Donc, on met de l'ingénierie, mais l'aspect financier est aussi important. Et à travers ce tableau, vous pouvez voir que même en étant une communauté de communes avec des moyens limités pour mettre en œuvre des actions de mobilité, le fait d'aller rechercher des financements auprès de l'ADEME, auprès de France Mobilité, avec des certificats d'économie d'énergie, ça permet d'avoir un levier très important pour mettre en œuvre les actions. Donc, je vais vous développer d'abord le premier appel à projet qui était mené par le département de l'Hérault, le conseil départemental, qui nous a associés à cette réponse. Ça a été l'objet d'une convention chapeau qui s'appelait Hérault Mobilité. Donc, vous voyez là sur ce slide stipulé toutes les actions. Évidemment, les actions en termes d'aire de covoiturage, d'aménagement lourd, mais aussi des solutions d'autostop organisé, donc réseau pouce ou réseau pro, des solutions pour les mobilités actives, les infrastructures cyclables, les services aux cyclistes, les mobilités actives, les solutions numériques associées, les plateformes de mobilité inclusive, donc pour les personnes éloignées de l'emploi ou captives des véhicules. Le pôle de mobilité, notre projet PNU que le département de l'Hérault, le conseil départemental a intégré a posteriori, puisque quand on a déposé le PHMI, nous n'avions pas encore déposé notre projet PNU, mais le département, dans une logique et de cohérence, l'a intégré par la suite. Et puis aussi, on a eu l'occasion d'en parler, le fait de prôner on va dire, la sentence meilleur déplacement est celui qu'on ne se fait pas, la volonté de développement du télétravail et des tiers-lieux avec le déploiement du haut débit et de la fibre. Donc, le PAC mobilité inclusive, il s'inclut aussi pour le département en cohérence avec sa politique déployée sur les schémas directeurs d'amélioration de l'accès aux services publics. Et on le voit aussi, il est repéré au sein de la plateforme collaborative France Mobilité. Donc, on vous incite à les consulter au titre du benchmarking sur toutes les solutions de mobilité qui sont portées par les territoires métropolitains. Donc, 3 piliers pour ce PAC Hérault Mobilité Inclusive. Un premier sur l'aménagement du territoire, je vous en ai parlé, les aménagements lourds, places de covoiturage, aires de covoiturage. Un volet soft, on va dire, sur la partie numérique, application de mobilité. Et un volet communication, parce que par retour d'expérience, mettre en œuvre des actions sans communiquer, sans animer, vous à l'échec de vos solutions. Ce volet n'est vraiment pas à sous-estimer. Donc, une carte pour montrer que le déploiement des aires de covoiturage
il se fait avec une réflexion à long terme. Voilà, à terme, toutes les aires de covoiturage qui doivent être développées à l'échelle du département, sur les axes structurants. En rouge, celles qui sont déjà déployées. En bleu, celles qui sont en projet. Et puis, vous avez également tous les projets de bornes de recharge électrique qui aussi doivent mailler le territoire. Donc, pour ce qui concerne plus spécifiquement notre territoire, vous voyez l'axe qui est nord-sud vraiment sur cette carte qui dessert plusieurs communes de notre territoire, donc notamment Saint-Martin-de-Lons, Violent-Navarre, Saint-Gély-du-Fesque. Donc, ce sont des aires de covoiturage qui vont être aménagées par le département, qui est un partenaire vraiment important pour nous en termes de mutualisation de places de parking, de mise en place de places de parking mutualisées. Donc, à terme, vous voyez, là, ce sont celles qui sont en projet, qui sont vraiment actives, mais on a 23 sites sur notre communauté de communes qui sont pressentis, avec des aires de covoiturage qui vont de plusieurs centaines de pages à quelques places de parking. Donc, je vous ai présenté le premier appel à projet mené en lien avec le département de l'Hérault, PAC Hérault Mobilité Inclusive. J'aborde maintenant le deuxième appel à projet auquel nous avons répondu et pour lequel nous avons été lauréats, Pôle Nouveaux Usages, c'est-à-dire la mise en place de pôles d'échange multimodaux nouvelle génération avec des mobilités innovantes pour notre territoire. Là encore, tout est question de contexte. Donc, nous avons été lauréats pour un projet d'un coût prévisionnel de 240 000 €. Nous avons obtenu 100 000 € de subvention du ministère à ce titre-là. Derrière, on aura peut-être l'occasion de le voir, mais puisque nous sommes territoire leader, territoire de Galles, nous avons aussi reçu des fonds européens qui nous ont permis de faciliter l'animation de cet appel à projet, qui va s'échelonner sur 24 mois, avec une possibilité donc, de prolongation, surtout avec la crise que nous connaissons actuellement, la crise sanitaire qui va sans doute nous demander donc, de prolonger la durée de validité de ce projet. Pôle Nouveaux Usages également comme PHMI sur trois axes importants, qui se déploient sur 3 axes importants. Tout d'abord, un volet d'aménagement du territoire. On va aménager des pôles d'échange multimodaux de nouveaux genres au niveau des bourgs-centres de notre intercommunalité, en cohérence avec notre schéma de cohérence territoriale. On en voit une extraction là via cette carte, où on recoupe vraiment les aires de covoiturage que nous allons mettre en place avec les centralités qui ont été identifiées dans notre schéma de cohérence territoriale. En même temps, on y associe un volet communication, c'est ce que je vous disais, avec un relookage, la mise en place de totems architecturaux en partenariat avec l'école d'architecture de Montpellier pour faire un appel. Oui, les choses changent sur notre territoire et ça se voit. C'est le volet animation qui est également important. Communiquer sur le management du changement, en fait. Et pour ça, on travaille également avec les entreprises du territoire qui sont aussi des forces vives qui viennent alimenter ce processus et ce dynamisme. Premier pilier, donc, l'aménagement du territoire avec des aires de covoiturage qui incitent à un rabattement également avec des mobilités actives. On n'est pas sur un rabattement qu'avec des véhicules. L'objectif, c'est de permettre aussi des courtes distances. Deuxième pilier, numérique et animation. Donc, la mise en place de lignes de covoiturage dynamiques avec du transport à la demande et un service plus avec des SAUIV, donc des systèmes d'aide à l'exploitation information voyageurs, c'est-à-dire des informations notamment sur les temps d'attente, mais également sur les services qui peuvent être apportés à proximité, notamment au niveau des commerces. Quels sont les commerces qui sont situés à proximité? Si je vais aller chercher du pain, je mets combien de temps pour y aller? Voilà, un service plus au niveau de ces bornes, de ces totems architecturaux. Avec la possibilité d'y greffer sur ce covoiturage une gratification intégrée. En lien avec le ministère, il y a une initiative qui a été lancée de preuve de covoiturage. Donc, on apportera soit un cofinancement à ce covoiturage, soit une gratification avec des entrées gratuites pour la piscine, puisque c'est un équipement intercommunal, ou des musées, puisqu'on a également des musées qui sont intercommunaux. Donc, il y a vraiment une volonté, en tout cas, d'impliquer les acteurs locaux pour qu'ils s'approprient cette démarche,
que ce soit les entreprises, que ce soit les associations. Une volonté aussi d'être exemplaire, dont on parlera plus tard, c'est le déploiement à l'échelle de l'intercommunalité, aussi du covoiturage au sein des employés de l'interco, mais aussi l'autopartage de véhicules de service, donc en soirée, le week-end, ou l'autopartage même mis en place avec une entreprise qui travaille aussi avec la métropole de Montpellier, Module Auto. Là où on est sur un dispositif beaucoup plus classique. En tout cas, c'est un service innovant sur notre territoire puisqu'il n'était pas mis en place, qui sera aussi proposé sur nos pôles nouveaux usages. Et puis enfin, troisième item qui est important aussi, c'est le déploiement d'un accès facilité aux vélos à assistance électrique au sein de ces pôles nouveaux usages, avec des systèmes de conciergerie. Donc, également des possibilités de regonfler son vélo, la possibilité de le parquer de manière sécurisée et également de pouvoir accéder en vélo, en se rabattant en vélo sur cette aire, d'accès à des services de circuit court comme des paniers de légumes, des paniers circuits courts, des boulangeries, des automates qui délivrent du pain. C'est déjà développé sur d'autres communes de notre intercommunalité, donc on veut le diffuser. Donc inciter à des rabattements sur ces PNU qui seront vivants pendant la semaine pour des déplacements domicile-travail, mais également vivants le week-end, vivants le soir pour avoir un service plus. Tout ça avec des manifestations et des promotions du vélo assistance électrique pour que chacun s'empare de cette solution de mobilité. Donc voilà, donc ça c'est un schéma qui est un peu illisible, mais voilà comment nous avons travaillé. Donc vous voyez bien les rabattements. Les rabattements, on a regardé un peu comment ils pouvaient se faire avec le TAD d'Aérotransport, donc qui est délégataire de la région, avec des projets d'expérimentation que nous, on est prêt à lancer, avec des lignes de covoiturage. Donc, vous voyez, c'est foisonnant. On reviendra dessus, mais on s'aperçoit que dans une communauté de communes, on procède par test, ce que je disais tout à l'heure. On teste, fonctionne, fonctionne pas. On fonctionne par bouquet de services. Et puis, on reboucle. Donc, au total, ça peut faire un peu peur, mais au total, c'est comme ça qu'on fonctionne. De manière itérative. Je vous donne un exemple plus précis. Donc ça, c'est un des bourgsons dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui dessert les communes de la Buège, donc qui sont en voie à montagne, donc au nord de notre territoire. On a en bleu à droite, vous voyez, l'aire de covoiturage qui va être mise en œuvre. Normalement, c'était premier semestre 2020 par le département. Je ne sais pas s'ils vont arriver à tenir, ça m'étonnerait vu le contexte, c'est quand même compliqué pour tout le monde en ce moment, mais on va dire deuxième semestre 2020. Qui est un axe structurant de notre territoire. Vous voyez, l'axe Ganges-Saint-Gilles-du-Fest, un axe nord-sud très important de notre territoire. Donc, aire de covoiturage mise en place via le PHMI, via l'appel à manifestation à intérêt de France Mobilité, qui est liaisonné avec des places de covoiturage qui sont plus en cœur de village, avec des services plus, donc bornes de recharge électrique, point de livraison circuit court. On est en train de travailler là-dessus, puisque je ne me suis pas étendue, mais on a un territoire qui est très viticole. Pour ceux qui aiment le bon vin, Pic-Saint-Loup, ça parle, voilà. Mais également où on a du maraîchage, c'est nous qui desservons en eau la métropole de Montpellier. Aussi un grenier en circuit court, maraîchage, arboriculture, mais également élevage. Donc, on est susceptible de développer des points de livraison circuit court. L'importance donc de permettre l'accès à ces services sur les places de covoiturage, rabattant sur les commerces qui proposent ces circuits courts et lien avec des déplacements doux avec l'aire de covoiturage. Donc tout ça, ces places qui sont situées au plus proche de la vie du bourg-centre, des écoles. C'est ce qu'on disait, le meilleur déplacement, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc, je me déplace, j'utilise ma rupture de charge pour amener mes enfants à l'école, pour aller à la MSAP, maison de service d'accueil au public, donc pour faire des formalités avec les impôts, des formalités pour faire ma carte grise, pour renouveler ma
ma carte d'identité, pour faire une formation pour Pôle emploi, etc. Voilà. Donc, on a tous ces services de la MSAP où il y a des permanences qui sont organisées. Hein. Donc, en effet, c'est une compétence de notre intercommunalité aussi, les zones de services d'accueil au public. Donc, ça ménage aussi une cohérence dans l'action de notre intercommunalité. Dans cette approche bourg-centre, on a vraiment une cohérence qui est menée dans notre aménagement du territoire. Tant en termes de planification, on a parlé du SCOT, qu'au niveau de nos compétences, on a une compétence environnement, on a une compétence agriculture, on a une compétence développement économique. Et là, on est vraiment cohérent dans la manière d'approcher la mobilité. Donc, les pôles nouveaux usages, forcément, on est amené à se poser la question de la gouvernance. Donc, on a un COPIL qui est en train d'être mis en œuvre, donc sur la base de notre schéma global de déplacement, mais également en cohérence avec nos appels à projets, puisque là, on vous parle de pôles nouveaux usages, mais vous l'avez compris, tout est lié. L'appel à projet vélo au territoire, les 2 appels à projet France Mobilité, et puis aussi, on s'était inclus dans une appel à projet dérogation France Mobilité. Là, on n'a pas été retenu, mais on voulait utiliser la bande d'arrêt d'urgence, une bande d'arrêt d'urgence pour mettre en place une navette autonome. Donc là, on n'a pas abouti. Ça aboutira peut-être un jour, mais on sent bien qu'on a aussi un gros potentiel en termes de transport en commun sur le périurbain, avec pourquoi pas des navettes autonomes entre notre territoire et la métropole de Montpellier. On a un comité technique, donc vous voyez l'ensemble de nos partenaires, puis un comité de pilotage élargi avec des fréquences donc, qui sont différentes. C'est différents niveaux de gouvernance. Je vous ai parlé donc de l'approche partenariale, donc avec les partenaires institutionnels, avec nos subventionneurs, avec nos, on va dire, les intercommunalités et les strates territoriales qui sont en lien avec une politique très pragmatique et de terrain. Maintenant, on a un assemblier qui est la région, d'ailleurs qui est l'AOM de droit, on va dire, qui est le chef de file, si on veut reprendre la terminologie du SRADET, le chef de file en termes de mobilité, et qui a impulsé une logique pour tous les contrats qu'elle fait avec les intercommunalités, qui est une logique de dynamisation des bourgs-centres. Nous, on s'est inclus dans cette logique où 4 communes de notre intercommunalité ont déposé des dossiers bourg-centre. Et justement, on a bien Saint-Martin-de-Londres qui l'a déposé, on a bien Saint-Mathieu-Tréviers, les communes dont je vous parlais. Hein. C'est pour ça qu'il y a une cohérence qui est vraiment salvatrice, on va dire, dans cette complexité administrative. Et puis, on a Saint-Gilles-du-Fesque. Voilà. On a ces communes qui, en plus, étaient identifiées dans notre politique mobilité. Ce qui nous a amené à demander un fonds spécifique, puisqu'il y avait la possibilité d'avoir une dotation spécifique innovation dans cette contractualisation avec la région, qu'on a dénommé mobilité et bouquet de services à la population, notamment pour soutenir la plateforme de covoiturage des pôles nouveaux usages. Donc, vous voyez, ça, c'est l'architecture de notre contrat avec la région, où on a 3 enjeux forts. Premier enjeu, favoriser et entretenir le vivre ensemble, où on a bien ce volet d'organisation de la mobilité qui revient. On a un deuxième enjeu qui est réussir le développement économique et le développement harmonieux des polarités du territoire. Donc, on est, vu la configuration de notre territoire, aussi sur une question de tourisme, hein, qui est non neutre. Et puis, un enjeu, vous l'avez vu avec les photos qu'on a pu vous projeter de notre territoire, qui est forcément de préserver notre cadre de vie et valoriser nos ressources locales. Donc, vous voyez vraiment une cohérence dans notre approche mobilité au travers de cette contractualisation avec la région, qui nous a amené, quand on nous a dit qu'on avait la possibilité d'avoir une dotation spécifique innovation et expérimentation, à proposer de l'accès sur les mobilités et un bouquet de services à la population. Donc, on voit bien que des fois, quand on objecte en se disant on ne pourra pas œuvrer en termes de mobilité parce qu'on est une petite interco, on a peu de moyens, mais on voit que quand on se creuse un peu la tête, finalement, je ne dis pas que ce soit facile, hein, parce que je vois Aurélie qui sourit, parce que souvent on échange en disant bon, est-ce que ça vaut la peine de passer autant de temps en ingénierie à monter des dossiers? Mais oui, ça vaut la peine. Déjà parce que ça nous force à nous poser, à prendre du recul,
à tisser des partenariats et puis aussi à obtenir des financements qui nous permettent de faire aboutir les opérations. Donc, on revient, vous voyez, on a abordé je regarde le timing, oui, finalement, on prend du temps. Bon. On va essayer d'accélérer, Amandine, pour laisser le temps à des questions. On a abordé ce premier volet, mais qui était le plus important, l'aménagement de notre territoire, qui a nécessité une approche partenariale. Ensuite, c'est la logique d'usage, je vous disais, qui est un peu à la mode quand on parle de design des politiques publiques, de prototypage, je vous parle peut-être plus de prototypage des politiques publiques. Où on s'est mis à la place des publics cibles. Donc ça, je vous ai extrait un tableau qui a été le support de la concertation avec la population sur le bassin de vie de Saint-Mathieu. Donc il y a eu une réunion publique à Saint-Mathieu et on leur a fait remplir avec des gommettes par type de public les solutions qui leur paraissaient intéressantes. Donc, quels étaient les cibles prioritaires? On leur a demandé d'identifier par bassin d'emploi les cibles qui étaient prioritaires. Donc, chacun posait des gommettes en rouge qui leur paraissaient très importants, en bleu qui leur paraissaient un peu moins importants. Et ça a permis d'identifier par bassin de vie les priorités. Donc, vous voyez là, pour le bassin de vie de Saint-Mathieu, ce qui paraissait très important, c'était le rabattement des actifs. Parce que oui, il y a 2 tiers des actifs qui travaillent en dehors du territoire, mais oui, il y en a 1 tiers qui travaillent au sein du territoire et qui se rabattent sur ces boursiers. Donc, travail sur les rabattements de TC par les TC. Donc, on a parlé des lignes de TAM, mais aussi avec des modes doux ou des navettes communales à l'échelle des bourgs. On a travaillé aussi, on en a parlé, sur l'autostop organisé pour les captifs. Donc ça, c'est Réseau Pouce. Je vais passer vite. Hein. Si vous voulez poser des questions, on reviendra dessus. Mais donc, on a un peu promu cet autostop organisé initialement appelé Réseau Pouce, qui a évolué en possible covoiturage d'entreprise Réseau Pro. Donc, nous, on a été les précurseurs à l'échelle du département. Mais on voit, dès 2019, l'Interco qui était situé au nord de notre territoire l'a déployé également. Et ce qui a été très important aussi, ça a été de développer des actions d'animation. Pourquoi? Parce que quand on regarde, quand on fait un retour d'expérience de Réseau Pouce sur notre territoire, au bout d'1 an, il n'y avait au total que 1% des habitants de la communauté de communes qui s'étaient inscrits à cette offre. Alors qu'initialement, on pensait que ça allait surtout être utilisé par des jeunes, on s'est aperçu que 65% des utilisateurs avaient entre 35 et 65 ans, ce qui nous a un petit peu interpellés, on ne s'y attendait pas forcément, et qu'on avait un retour contrasté au bout de 2 ans parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au départ, la métropole de Montpellier n'avait pas implanté des arrêts sur son territoire. Donc évidemment, les gens se déplaçaient, faisaient de l'autostop pour aller à Montpellier, mais il y avait une problématique dans le retour. Donc ça, on a levé la difficulté et on espère que, de fait, le Réseau Pouce sera plus utilisé. Mais ce qui est important, c'est de rassurer. On s'est rendu compte qu'il y avait des craintes, des fois, des utilisateurs, d'agression ou autres. Donc, il y a beaucoup de communication, de retour sur le bon fonctionnement. Non, il n'y a pas d'agression sur ce type d'utilisation parce que c'est sécurisé. Quand vous adhérez à Réseau Pouce, vous devez scanner votre carte d'identité. Donc, vous êtes identifié. Donc, de fait, cet autostop est sécurisé. Donc là, vous voyez, on vous a mis sur une carte, on vous a identifié les arrêts Réseau Pouce qui sont vraiment identifiés sur tout notre territoire. Et vous avez, avec des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ceux que depuis, on a implantés aussi sur le territoire de la métropole. Donc, le retour, maintenant, il existe. Maintenant, des données un petit peu chiffrées et de mise en place au niveau technique. Donc, vous voyez, ça a été décidé en 2015. On a signé ça avec Réseau Pouce en 2016 et on l'a lancé en 2017. Donc, vous voyez, maintenant, on a plus de 3 ans de retour avec un autofinancement donc, de 17 000 €. Donc, on se dit 15% de la population, mais quand on voit le coût par rapport à un transport en commun, ça vaut la peine de le faire parce que ça sert une certaine frange de la population qui est captive, qui n'a pas de véhicule, mais on voit bien que ça a une utilité, en tout cas un rapport coût-bénéfice qui est intéressant, surtout que notre territoire est territoire de GAL, de groupe d'action locale, avec des financements européens, donc du FEADER, un financement d'IDER à hauteur de 22 100 € pour tout ce qui était communication et animation, qui est venu nous aider également.
Donc, un coût à l'inscrit, en tout cas, de 1,70 € par an. Donc, on voit bien que c'est vraiment très réduit. Je vous ai parlé aussi du fait qu'on fait du covoiturage, on doit avoir valeur d'exemple au niveau de notre territoire. Donc, l'exemplarité, elle est aussi importante quand on veut être crédible. Vous voyez, on a identifié les lieux d'habitation de nos agents de manière à favoriser le covoiturage et mettre en contact. Je vous ai parlé de l'autopartage, module auto, donc je ne vais pas revenir dessus, ça détaille un petit peu les dispositifs de mise en œuvre. Il faut réserver par Internet, ça permet de réserver un véhicule, on doit faire le plein, évidemment, c'est un dispositif, on va dire, classique d'autopartage, mais ça, c'était juste pour illustrer le fait qu'on a utilisé ce service au titre du PNU, hein, c'est un des volets du PNU, puisque ce service est proposé au niveau de ces pôles d'échange multimodaux d'un nouveau genre, et on le partage également avec la métropole de Montpellier. Je n'en ai pas parlé, mais je vous le dis aussi, au titre de nos compétences, on a déjà du transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite, mais également du transport à la demande qu'on a développé pour des associations de notre territoire ou pour une maison familiale et rurale qu'on a développée, qu'on a mise en place sur notre territoire, donc de la formation pour des jeunes de notre territoire qui sont sans emploi, alors qu'on a des emplois qui ne sont pas pourvus pour des ouvriers agricoles ou des employés de l'hôtellerie ou de la restauration. Donc, on a mis en place une maison familiale et rurale. Problématique, les jeunes ne pouvaient pas se rendre à la maison familiale et rurale. Donc, on a trouvé une solution à moindre coût en utilisant des véhicules publicitaires. Donc, mise à disposition de ces véhicules, les associations, elles, on leur met à disposition le véhicule qui nous coûte peu puisqu'il est amorti par la publicité, et les associations, elles, mettent à disposition les conducteurs. Alors voilà, je donne notre liste, on arrive vers la fin pour les vélos. Donc on s'est pas mal impliqué pour les vélos. Là, vous voyez en rouge une boucle, c'est la boucle VTT autour du Pic Saint-Loup, hein, qui est la montagne emblématique de notre territoire, éponyme de notre communauté de communes. Donc on avait déjà une approche vélo pour les touristes et les loisirs, mais on l'a développée en lien avec le département, de manière à irriguer également la métropole. Donc, on est en train de travailler dessus. Vous voyez là, c'est la voie verte, les voies vertes du département qui irriguent donc, à la fois la métropole et puis on ne le voit pas, mais qui vont jusqu'au littoral. On ne voit pas sur cette slide. Mais on a travaillé aussi avec les scolaires autour de nos bourg-centres. Vous voyez, Saint-Mathieu, Saint-Martin-de-Lons, Saint-Gély. Et on voit que quand on regarde ce qu'on peut faire à vélo, donc, en sombre, qui se fait par quelqu'un qui n'est pas sportif, et en plus clair, quelqu'un qui est un peu plus sportif, on voit bien qu'on peut couvrir une grosse partie de notre territoire avec du rabattement, avec les vélos par les scolaires. Ça me fait penser à une solution school bus. On en a beaucoup parlé, nos élus en ont beaucoup parlé au titre des campagnes municipales. Ces bus de vélo, ces vélo-bus qui permettent de faire du rabattement sur les écoles. Voilà. Donc on voit bien qu'on a aussi un gros potentiel. En tout cas, nos élus nous ont sensibilisés et je pense qu'on va réfléchir aussi à cette solution au prochain mandat. Également des animations spécifiques avec les écoles. Donc, on a fait un ensemble de propositions d'animation qui sont répertoriées dans un livret de l'éducation nationale et du rectorat. Donc, des propositions qui sont soumises aux instituteurs de formation sur 2-3 jours de leur classe à l'écomobilité. Accompagnement des écoles aussi, sensibilisation à l'écomobilité avec les chargés de mission de notre intercommunalité. Des animations aussi de prêt de vélos à assistance électrique pour initier le changement. Donc on a proposé en lien avec le département des tests de VAE prêt pendant une semaine et on a fait ça pendant 1 mois. Donc, on sait que les personnes qui ont utilisé ce service l'ont beaucoup apprécié et un grand nombre, si ce n'est une majorité, ont acquis un VAE à l'issue de ce test. Et puis également des aménagements en lien avec la métropole de Montpellier. Notamment, on est très fiers de cet aménagement qui sera réalisé, qui a déjà commencé, qui sera finalisé en 2022 et qui permettra de lier le sud de notre territoire, Saint-Gilles-du-Fesc, 10 000 habitants, avec la métropole de Montpellier.
Donc ça aussi, quand on dit qu'on en est fier, donc on aura une continuité de la piste cyclable, mais derrière, il faut proposer aussi des services de vélo à assistance électrique et on est en lien avec la Poste qui offre un service Bimobi d'entretien, parce que c'est ça, hein, on peut toujours acquérir nos vélos. Nous, la problématique après, vous voyez, on est peu nombreux, c'est de gérer l'entretien et la maintenance, et puis la communication et l'animation et la sécurisation. Et on s'est rapproché de la Poste qui propose ces services pour effectuer ces prestations. Donc on est en pourparlers avec eux parce qu'il faut avoir une échelle suffisante. Donc, on va sans doute se grouper. On cherche à se grouper avec les EPCI mitoyens. En résumé, et je vais terminer sur ce slide, j'espère que je ne vous ai pas donné trop le tournis. Pour nous, au sein de la communauté de communes, trouver une solution en termes de mobilité, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut trouver des solutions. Donc, il faut trouver un bouquet de services pour s'adapter à l'ensemble des usagers. Et oui, ce n'est pas évident, ce n'est pas forcément évident, mais au total, ça nécessite un lien de proximité. Mais la solution de mobilité au sein des communautés de communes, en tout cas pour une communauté de communes comme la nôtre, c'est un bouquet de services à la population. Et je termine sur ce qu'Aurélie a dit, c'est-à-dire qu'on vous incite fortement à aller sur la plateforme France Mobilité. Donc, si vous tapez France Mobilité, plateforme collaborative, et ben, vous tomberez sur ce site. Vous voyez, on a un petit point, hein, là, vous voyez 2, parmi un univers de solutions. Donc, vous avez des thématiques que vous pouvez cocher qui permettent d'avoir une solution qui soit véritablement adaptée à votre territoire. Donc, on vous incite vraiment à aller faire un tour sur cette plateforme. Voilà, et maintenant, je suis à votre disposition, et Aurélie également, pour répondre à vos questions. Alors, pendant que tout le monde prépare ses questions, je rebondis sur France Mobilité, parce qu'effectivement, cette webconférence est organisée en partenariat avec la plateforme France Mobilité. Donc, vous êtes les premiers à intervenir et présenter votre solution, mais pas les derniers. On va avoir une série de webconférences reprenant plusieurs acteurs, plusieurs collectivités pour vous présenter ce qui a été mis en place. Et on va également avoir 2 journées présentielles et distancielles sur des thématiques. La première sera la sensibilisation au vélo. Parce que c'est bien important d'avoir des infrastructures qui permettent de développer le vélo, mais faut-il encore développer des outils de sensibilisation qui permettent de remettre les gens en selle, comme vous l'avez fait notamment avec les vélos. Et une deuxième journée qui sera consacrée au masque. Alors, apparemment, on a déjà une première question de M. Potier. On va arrêter le partage d'écran comme ça. D'accord. Parfait. Donc, M. Potier, un outil unique à l'échelle régionale regroupe-t-il toutes les solutions proposées par votre territoire et les autres? Un seul outil à l'échelle régionale? Ce qui se passe, c'est qu'on est vraiment en échange actuellement avec la région Occitanie, puisque, on va dire, de manière institutionnelle, ils sont chefs de file, donc ils assurent la cohérence à l'échelle du SRADES sur la partie mobilité. Donc, ils développent particulièrement les offres en TER, l'offre ferrée. Ils ont aussi, on va dire, Hérault Transport qui nous innerve en termes de transport en commun. Donc, ils ont un prestataire de service au total qui travaille pour nous sur ce volet-là. Par contre, il est certain qu'ils nous accompagneront au niveau des offres de mobilité active. Tout ce qui est vélo, tout ce qui est vélo à assistance électrique, même covoiturage. Par exemple, sur la partie covoiturage, ils nous accompagnent en termes de financement sur le développement d'une plateforme de covoiturage. Tout dépend de ce qu'on entend par outil unique à l'échelle régionale. Ils peuvent être des incitateurs, ils peuvent nous inciter au niveau financier, nous subventionner. Ils sont des assembliers sur les politiques de manière à ce qu'il y ait une péréquation au niveau des fonds, parce qu'il y aura peut-être des communautés de communes qui auront, on va dire, des financements qui seront plus importants. Je prends l'exemple du versement mobilité. Supposons, si une commune est amenée, souhaite prendre la compétence mobilité,
au niveau du versement mobilité, si elle a des entreprises de plus de 15 salariés, elle aura sans doute plus de versement mobilité qu'une autre. Donc, dans tous les cas, pour moi, la région aura toujours son rôle de péréquation. Pour répondre de manière très concise, un outil unique, de toute manière, il n'y a pas d'outil unique à l'échelle locale, donc il ne peut pas y avoir d'outil unique à l'échelle régionale. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'ils auront toujours leur rôle d'accompagnateur. Mais un outil unique à l'échelle régionale, en fait, je ne comprends pas très bien ce qui est derrière l'outil unique, puisque dans tous les cas, les solutions proposées sont multiples. Donc, dans tous les cas, le seul outil unique qui peut être, c'est l'accompagnement. On a besoin d'accompagnement, ça c'est certain. Super, merci. Alors, on a plusieurs questions. Nous avons une autre question. Donc, déjà, on vous remercie pour le partage d'expérience. Et on demande quelle opportunité pour votre intercommunalité de prendre la compétence mobilité. Alors, ça c'est la question piège. Il sourit, je viens commencer à tomber sur elle, Marie peut prendre la parole avec plaisir. Donc, je vais être très prudente. En plus, je suis directrice générale de service, donc forcément, c'est une décision qui est politique. Cette décision, elle est avant tout politique et elle sera prise par, non pas par le président, elle sera prise par l'ensemble du conseil communautaire. C'est une prise de compétence qui est importante. Alors, moi, je vais vous répondre de manière très administrative. Quel intérêt peut avoir une intercommunalité à prendre, je vais plutôt le prendre comme ça, quel intérêt une intercommunalité peut avoir à prendre la compétence mobilité? Déjà, il y a un premier item, c'est que du coup, elle compte vraiment dans la gouvernance, parce que elle est forcément destinataire de toutes les données, elle est forcément associée dans le champ des AOM, donc elle a un volet décisionnel qui est important. Elle est identifiée aussi par sa population, donc elle a des marges de manœuvre qui sont importantes. Au niveau financier, elle peut obtenir le versement mobilité. Si la région prend la compétence, elle n'aura pas ce bonus. Voilà. Ça, c'est une chose qui est importante. Troisième chose qui est importante, c'est que si l'intercommunalité choisit de prendre la compétence, elle n'est pas obligée, de prime abord, hein, dès qu'au 31 mars, elle décide de prendre la compétence, elle n'est pas obligée de reprendre les lignes de transport en commun ou même de transport scolaire qui sont organisées sur son territoire par la région. C'est une possibilité pour les communautés de communes, pas les communautés d'agglomération. On est bien sur les communautés de communes. On a cette flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut prendre la compétence sans reprendre les lignes qui étaient déjà organisées par la région, qu'elle soit scolaire ou qu'elle soit de transport régulier. Par contre, si elle décidait de le prendre après, parce qu'on peut le prendre après si on crée un syndicat mixte avec d'autres EPCI, il y a d'autres leviers qui font qu'on peut le prendre après, là on est obligé de tout reprendre. Voilà. Donc si on le prend en première intention, on a cette possibilité de ne pas prendre le scolaire et les transports réguliers. Ce qui est non neutre au niveau financier, parce que moi je me mets à la place d'une communauté de communes, reprendre le TC et reprendre les transports scolaires, c'est très lourd. Donc, on n'a pas ce verrou financier de prendre la compétence. Et donc, vous l'avez noté aussi, l'autre chose, c'est que si on décide de prendre la compétence plus tard, on est obligé par contre de tout prendre. Donc, ça nous incite à le prendre maintenant parce qu'on le fait à la carte. Si on le prend maintenant, on a la possibilité de créer des lignes de TC, voilà, on a la possibilité, mais on n'est pas obligé. Par contre, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut faire une nouvelle mobilité active, voilà. Tandis que si on ne choisit pas de devenir compétent en termes de mobilité en première intention, si notre conseil communautaire décide de ne pas devenir AOM le 31 mars, mais décide de l'être plus tard, là par contre, il devra tout prendre, on n'aura plus le choix. On sera obligé de reprendre les lignes de transport scolaire et de transport en commun de la région. Donc ça, c'est l'approche purement administrative, les textes, rien que les textes. Ensuite, le reste, est-ce qu'on va devenir AOM ou pas? L'opportunité, c'est une décision qui est politique, vraiment, de gouvernance. Par contre, ce qui est certain aussi, c'est que la loi d'orientation mobilité, si jamais notre intercommunalité, ce qui est tout à fait possible, pour des raisons X ou Y, aussi de relation avec la région, c'est une décision qui va se prendre entre nos élus, les élus aussi régionaux qui sont chefs de file. Donc, il faut vraiment que ça soit issu d'un consensus. L'objectif, c'est qu'on fonctionne bien, quelle que soit la solution.
Donc pour moi, au-delà de est-ce que vous allez prendre la compétence, c'est est-ce que vous allez continuer à travailler sur le volet mobilité. Quelle que soit la décision des élus, ce sera toujours la bonne décision. Et on continuera à travailler sur la mobilité parce que notre volet aménagement du territoire, la LOM nous permet de continuer à être acteur en termes de mobilité, que l'on soit OM, que l'on ne soit pas OM. Donc, en résumé, c'est une décision politique. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs, comme toute prise de compétence. Mais dans tous les cas, on pourra continuer à être actif. Et c'est surtout ça, moi, pour mes agents, j'en parle avec mes chargés de mission qui disent, bon, est-ce qu'on va finir notre mission, on va le mettre à la porte? Non, 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 mesdames, on va continuer à travailler ensemble. Non, merci pour votre avis sur ce point qui est assez délicat, ça. Alors, on a encore d'autres questions cette fois-ci qui concernent plus l'autopartage. Donc, avec les véhicules, en ce qui concerne l'autopartage avec les véhicules, avec vos véhicules, je voulais savoir depuis combien de temps fonctionne le service et des précisions sur le bilan. D'accord. Alors là, ça va être difficile de vous faire un bilan puisque ça devait commencer là, cette année, mais forcément, ça va prendre du retard. Donc là, on était dans les starting blocks puisque on a délibéré, on a l'aspect financier qui a été réglé. Donc tout est prêt. D'ailleurs, je vais laisser la parole à Aurélie parce que je trouve que je parle trop. Donc sur ce là, je vais laisser la parole à Aurélie. Mais on avait tout. On avait estimé le coût, si on mettait annuel, c'était 3 000 € je crois, 5 000 € si… on utilise un véhicule module auto. Voilà. Aurélie, je vous laisse la parole. Non, là, tout était prêt. En effet, on devait lancer le service. On était en train d'échanger avec les deux communes concernées pour savoir quel emplacement on allait utiliser. Et on a proposé donc des projets de délibération parce que c'est sur des parcelles communales qu'on va mettre ce véhicule en stationnement. Donc, ça devait être délibéré au premier conseil de chaque commune, là, des deux communes. On vous en reparle dans 6 mois, mais ça va se lancer là dès le retour du confinement. On avancera sur ce sujet-là, en sachant que ça a déjà été mis en place dans le PNR des grands causes, si je n'ai pas d'erreur. Ouais. Et donc, on s'est reposé un peu sur leur expérience et donc vous pouvez aller vous renseigner auprès d'eux si vous voulez des compléments d'information ou sinon revenir vers nous dans un an. Voilà, sinon, parc naturel régional des Grands Cosses, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous pouvez aller sur la plateforme France Mobilité et donc vous verrez cette expérience avec les contacts. Hein, donc, ils sont très sympathiques, donc vous pouvez les contacter. On n'y manquera pas. Encore une question, cette fois-ci sur la complémentarité / concurrence entre Réseau Pouce et les lignes de covoiturage dynamique. Est-ce que vous avez une idée du nombre de trajets via Réseau Pouce? Comment ça se coordonne les deux? Alors, ce qui se passe, c'est que Réseau Pouce, c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est vraiment très utile dans le diffus pour nous. Tandis que nos lignes de covoiturage dynamique, on va les mettre sur les axes qui sont vraiment structurants, où on a un cadencement qui sera suffisant. Donc, c'est l'axe nord-sud dont je vous parlais, et on veut le faire en lien avec la commune de Ganges, qui est on va dire, un fort pourvoyeur de déplacement, origine-destination, entre la métropole et le nord de notre territoire. Donc, oui, il y a une complémentarité entre le diffus avec Réseau Pouce et des axes structurants avec du covoiturage dynamique. Donc, c'est plus de la complémentarité que de la concurrence. Oui, tout à fait. Et juste une chose, c'est vrai, avant nous, quand on a mis en place Réseau Pouce, à l'époque, l'application Réseau Pouce n'existait pas. Donc, c'est vrai que maintenant, avec Réseau Pouce, on peut un peu anticiper les trajets. Et c'est vrai que ça pourrait paraître un peu à du covoiturage organisé, un peu en amont, parce qu'on peut proposer un trajet pour le lendemain. Mais voilà, ça ne va pas être forcément les mêmes trajets qui se sont visés que nous, là, sur nos lignes un peu dynamiques. C'est vrai que l'outil application numérique de Réseau Pouce est quelque chose qui vient en plus, mais c'est pas en concurrence, c'est vraiment en complémentarité, on s'en rend bien compte dans la mise en œuvre. Super, merci. Pour en revenir donc au Grand Cos, Béatrice Avereau, j'espère que je n'écorche pas votre nom, elle nous précise qu'il y a une fiche de retour d'expérience sur le site de l'ADEME Occitanie.
Voilà, comme ça, on a et France Mobilité et l'ADEME. Voilà. On peut Ah, vous les donner. ça doit être plus détaillé sur la. C'est possible que ça soit plus détaillé sur l'ADEME d'ailleurs, hein, sur le site de l'ADEME. Au pire, on les fait intervenir en webconférence. Comme ça, on aura tout. Voilà. Alors, Madame Auchalter, merci pour le lien. Voilà, trop de questions d'un coup. Non, les deux outils sont-ils interopérables entre elles? Donc, je pense Ah, que c'est exactement. Peut-être c'est pour ça qu'on a voulu développer une plateforme collaborative nous-mêmes dans notre solution de mobilité. C'est qu'on voit bien que on veut justement qu'il y ait du lien qui soit tissé entre ces outils. Et c'est justement l'objet. C'est faire un SAIV, un système d'exploitation d'information voyageurs, avec les données de chacun. Donc, je pense que là, quand je reprends les questions de M. Potier, quand il disait un outil régional, je pense que c'était d'information apparemment. Il précise par la suite. Ah, d'accord. Outil d'information sur l'offre existante et promotion de votre TAD-bourg centre au-delà du TER. Donc, je pense que oui, c'est très lié à… Ah oui, oui, je comprends mieux la question. Donc, tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la région, en plus, elle porte la partie open data sur la question de la mobilité. Et même au-delà des informations et de l'interopérabilité des données, donc, là, elle a pleinement son rôle. Il y a aussi la question on va dire, des supports, des titres de paiement aussi, de l'interopérabilité pour les titres de paiement. Donc ça, c'est très important aussi, d'avoir accès à ces données pour ménager, on va dire, un circuit qui soit le plus fluide possible et qu'on n'ait pas de rupture de charge avec des changements de tarification. Tarification intégrée, cherchez la terminologie, voilà, avoir une tarification intégrée. Très bien. Alors, nous avons encore deux questions. Une de Madame Durand qui vous remercie encore une fois pour la présentation. Avez-vous fait une nouvelle enquête pour connaître l'évolution des parts modales depuis la mise en place de vos projets de mobilité? Non, pas encore. Mais justement, la partie évaluation, elle est dans la réponse de nos appels à projets. Donc, on la doit, hein, et c'est très bien. De toute façon, il faut qu'on la fasse parce que c'est important pour nous. Donc, on doit faire une évaluation, mais avec un certain retour. On voit bien, on est encore en train de mettre en place nos actions. Donc, il faut qu'elles aient été mises en place et qu'on ait un recul d'un an de manière à ce que l'évaluation soit vraiment parlante. D'accord. Et en termes d'évaluation, est-ce que vous avez cherché à évaluer l'impact des outils sur la revitalisation des bourgs? Fréquentation des commerces, services, est-ce qu'il y a quelque chose dans… Oui, dans tous les cas, dans le cadre de l'évaluation, on fera des enquêtes population, des enquêtes auprès des commerçants. Donc ça, c'est prévu de voir l'impact sur le commerce. Oui, tout à fait. Parce que c'est un impact financier aussi, parce qu'on parle beaucoup d'argent, mais les retombées économiques, elles sont non neutres. Donc, ce sont des externalités positives et quand on échange, notamment avec la population, mais aussi avec nos élus, c'est important d'avoir ces données chiffrées aussi. Mais je pense qu'on avait une deuxième question. En quoi cela revitalise les centres-bourgs? Alors, en quoi cela revitalise vos centres-bourgs? Concrètement, nous, ce qui est important, c'est d'apporter une chalandise supplémentaire pour nos commerces. On voit bien, là, c'est d'autant plus d'actualité. Ils ont souffert, hein, la crise des Gilets jaunes. Là, ils vont souffrir forcément avec cette question du confinement. Quoique, enfin, en tout cas, notre objectif, c'est vraiment de les accompagner. Et là, on est cohérent avec notre politique de développement économique, même leader, hein, je parlais tout à l'heure des financements leaders, où on accompagne le dernier commerce, la dernière boulangerie, voilà, ou alors au contraire, on encourage l'installation du premier commerce. Et c'est important pour nous de leur apporter aussi des clients, mais aussi d'apporter, faire vivre, parce que là, je suis en train de parler des commerces, mais il y a plus que les commerces. On parlait des agriculteurs, on parlait des viticulteurs, c'est leur apporter aussi des débouchés supplémentaires. Donc, c'est du portage de paniers au niveau de conciergerie, au niveau de ces pôles d'échange multimodaux, de ces PNU. Voilà, l'objectif, on souhaite être un peu innovant. Dans nos communes, il y a des automates qui délivrent de la viande ou du pain. Voilà, donc on peut se dire on est une petite com, mais finalement, je me dis il y a des idées quand même, et ça, c'est déjà en service chez nous. Donc, c'est comment apporter des débouchés. Et c'est sûr que si on pose ces bornes automatiques, délivrance de paniers ou autres, à proximité de ces aires de covoiturage, eh bien, ça a du sens. On limite les déplacements.
Meilleur déplacement, celui qu'on ne fait pas, c'est ce qu'on disait. Et autre chose, on a quand même prévu que ces zones soient aussi aménagées avec des abris à vélo, avec des outils qui permettent aux gens d'y accéder autrement qu'en voiture. Donc c'est vrai que quand on peut venir en piste cyclable ou même en piéton facilement, qu'on se rapproche du bourg, qu'on sait qu'on va laisser notre vélo en sécurité à un endroit, ça permet aussi à certaines personnes de ne pas prendre leur voiture pour venir acheter la baguette de pain et d'utiliser un autre moyen voilà, pour venir. Donc, c'est aussi par cet outil-là qu'on peut un peu redynamiser certains commerces de cœur de village. Oui, parce qu'au final, ça facilite le déplacement dans le cadre. C'est ça. Alors, il y a une autre... C'est la cartographie un peu scolaire qu'on vous montrait tout à l'heure avec les rabattements, les cercles de rabattement vélo. Et on voit que finalement, ça couvre la majeure partie de notre territoire. Donc, on est cohérent avec la logique de déplacement avec les mobilités douces. Grosse partie de la langue aussi. Une question assez plutôt gouvernante, on va dire. Pierre, qui n'a pas de nom de famille apparemment, sur mon espace commentaire tout du moins. On voit une très forte mobilisation, engagement au niveau des services. Qu'en est-il de l'implication des élus pour porter et soutenir ce projet? C'est simple. Moi, je dis toujours, de toute façon, si une politique n'est pas portée par les élus, elle est vouée à l'échec. Donc, il y a un fort portage par nos élus. Et d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, mais ça a été un sujet qui a été vraiment omniprésent dans on va dire, avant les élections municipales, dans les débats qui ont animé ces élections. Et d'ailleurs, les élus étaient particulièrement applaudis quand ils parlaient de ces thématiques. Donc, c'est même vraiment porté par nos élus qui font du vélo, qui également sont des ambassadeurs. On a fait pas mal de vidéos avec eux où ils utilisent Réseau Pouce. Voilà, donc on peut dire clairement qu'ils ont mouillé la chemise avec, au premier degré. Ils ont fait du vélo, ils ont participé à l'animation, les animations qu'on a menées de vélo à assistance électrique. Donc, oui, on a des élus qui sont impliqués et sans ça, on ne pourrait pas aboutir sur ces dossiers-là. Oui, et si je puis me permettre, c'est la commission aménagement du territoire chez nous qui suit ces sujets mobilité. Et à chaque fois qu'il y a un sujet mobilité à la commission aménagement du territoire, les élus sont présents, les élus discutent, échangent. C'est vraiment une réunion, on le sait, où il va y avoir du débat et tout le monde va avoir son avis. Et voilà, c'était des réunions très intéressantes. J'espère que ça va continuer avec la nouvelle mandature. Mais la mobilité n'a jamais été une question difficile pour nos élus. Ils ont toujours été intéressés et se sont toujours mobilisés sur cette question-là. Voilà. Pour information, c'est Aurélie qui anime les commissions d'aménagement du territoire. Donc, elle parle en connaissance de cause. Elle est au centre donc, c'est bien. Donc, en plus de l'engagement, il y a une vraie implication des élus parce que pour qu'ils aillent promouvoir en vidéo le vélo et le réseau. En parlant de gouvernance et de compétence, là on passe sur plutôt la compétence. On nous demande si vous avez la compétence voirie et si c'est le cas, est-ce que cela vous a aidé dans vos actions de mobilité? Alors, nous avons la compétence voirie communautaire. Donc, nous sommes communauté de communes, hein, donc on n'est pas communauté d'agglo, communauté urbaine, donc ce n'est pas une compétence obligatoire. On a la compétence voirie communautaire et on a un linéaire qui est faible. Par contre, ce qui se passe, c'est que c'est nous qui lançons des groupements de commandes voirie pour les communes. C'est-à-dire qu'on n'est pas compétent, mais concrètement, on délègue la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc, c'est un ingénieur chez nous qui s'occupe de tous on va dire pas tout, mais on va dire on a la majorité de nos communes qui nous demandent de faire les travaux de voirie pour eux. Donc oui, on a cette compétence en interne, donc elle nous sert, c'est certain. Maintenant, on a aussi des linéaires de départementales qui sont importantes. Et c'est vrai que de travailler conjointement avec le département, ça nous aide aussi parce qu'ils ont une expertise en termes de pistes cyclables qui est vraiment très intéressante. Ils ont été assez pionniers, le département de l'Hérault, sur des tests
notamment du Chaussy-Doux. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est-à-dire c'est une voirie qui est partagée entre les vélos et les véhicules. Vous avez, on va dire, coexistence entre les deux. Ils ont développé ce type d'aménagement viaire. Ils ont développé sur des communes de notre territoire. Ils ont commencé d'ailleurs au niveau du département sur des communes de notre territoire. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que exercer la compétence voirie, ça aide beaucoup en termes de mobilité. Donc, oui, on n'est pas compétent, mais oui, on est quand même acteur. Et le lien avec le département qui a des bureaux d'études internes et qui fait les études en interne, c'est une véritable plus-value pour notre territoire. Alors, je réponds à une question de Monsieur René, qui vous remercie pour la présentation. Pourriez-vous partager votre support? Bien entendu, le support sera ajouté au replay, donc à la vidéo de la conférence. Vous pourrez retrouver et les cartes et le support. On a encore une question de Madame Roussic. Vous parliez d'images valorisant les PNU, de totems pensés par l'école d'archi. Quel a été le délai de réalisation? Alors, dans quel délai de réalisation? Normalement, ça devait être cette année, donc dès janvier. Là, je pense que c'est un petit peu tombé à l'eau. Je pense qu'on va être bon pour la prochaine année. En fait, je vais être très claire. En fait, j'ai même échangé avec ma chargée de mission mobilité pour re-questionner l'école d'archi pour savoir si ça serait cette année ou pas. Parce qu'on visait une exposition temporaire. J'ai laissé la parole à Aurélie parce que peut-être que depuis, elle a rebouclé avec notre chargée de mission, Nathalie Bachler, qui devait qui devait échanger avec l'école d'architecture à ce sujet. En fait, ça devait s'échelonner de janvier à l'automne 2020. Et comme on a des expositions temporaires dans le musée, ça devait faire l'objet d'une exposition temporaire parce qu'on aurait retenu un totem, mais forcément, il y aurait eu plusieurs maquettes. Donc, on voulait exposer ces maquettes lors d'une exposition temporaire. Donc, je sens que c'est mal parti pour cette année. Et tant pis, ça sera pour l'année prochaine. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Mars 2021, je crois qu'on va sans doute retourner vers les financeurs en leur demandant, s'il vous plaît, on a besoin d'un peu plus de temps parce que forcément, c'est sur une échelle scolaire. Donc, si on dérape sur une année, on va être obligé de le faire sur l'année d'après. C'est ça. On va prendre du retard parce que ça va vraiment se greffer à un cursus en particulier. C'est comme ça qu'on l'avait vu avec les enseignants. Donc, les derniers échanges qu'on a eus avec l'école d'archi, c'est qu'on ne le fera pas avec les étudiants de cette année comme c'était prévu. D'ailleurs, ils ont du mal à savoir quel projet ils vont mener cette année, mais c'est un autre sujet. Et donc, on le fera sans doute avec les étudiants de l'année prochaine. Donc là, on n'a pas de choix, on va perdre un an, c'est sûr, sur ce projet-là. Voilà. Contexte oblige. Je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir des contraintes un petit peu liées à la crise actuelle. C'est ça. Je pense que du coup, tout est un peu remis en cause, en tout cas, tout ce qui est en termes de délai. Il semblerait qu'on n'ait pas de questions. On va attendre quelques secondes, minutes pour voir si des participants ont encore des questions. Du coup, moi, j'en profite pour rappeler que donc, la vidéo de cette conférence sera en ligne prochainement. Également sur la plateforme France Mobilité. Comme ça, si vous voulez la revoir, vous pouvez choisir IDEALCO ou France Mobilité, vous aurez les deux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en attendant de voir s'il y a d'autres questions? On a une autre webconférence mobilité qui est prévue à la fin du mois, le 28, sur le réseau MacBus de la communauté de Mayenne avec des lignes gratuites. Donc pareil, ils ont essayé d'avoir des dispositifs un peu innovants pour dynamiser leur commune. Donc, vous pouvez voir leur retour d'expérience en direct le 28 avril. Je savais bien qu'on avait bien fait d'attendre une dernière question. Les PNU ont des tailles différentes. Première question, le plus petit et le plus grand, combien de places de stationnement? Combien de PBU sur votre périmètre? Je peux remercier encore une fois de PPNU. Beaucoup d'acronymes maintenant. Donc, c'est vraiment sur la question des PNU, des tailles, le plus petit, le plus grand. Combien de places de stationnement? Alors, pour répondre, donc
on a un maillage, on vous l'a montré, qui est pensé à l'échelle départementale, donc qui est à long terme. Pour le moment, je ne sais pas si je peux partager. Est-ce que je l'ai là? Est-ce que j'ai là un document? Je pourrais vous présenter. Hop. Parce que j'ai le détail en fait. Ce qui se passe, c'est que nous, on a pensé en termes de PNU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que je ne vous dise pas de bêtises, on a 8 PNU. Et le premier opérationnel, c'est Saint-Martin-de-Londres. Donc, c'est celui qu'on vous a présenté. En termes de stationnement, donc les places de covoiturage, on a deux choses. Hein. Il y a les aires de covoiturage qui sont gérées par le département. C'est eux qui vont les mettre en place. Donc là, on est, on va dire, entre 20, 40, 50, voire plus. Nous, on travaille aussi, on vous a dit, sur des places de covoiturage. Donc là, on est sur plutôt 5 places en cœur de village. Hein. Donc on est plutôt sur des quantités comme 5-6 places de covoiturage. On a des stationnements vélos qui sont prévus à chaque fois avec des box vélos. On est sur des box à vélo, deux box de 2 à 4 vélos, par exemple, sur chaque PNU, avec des stations de gonflage, de petites réparations. Donc, sur chaque PNU, on a comme équipement donc les places de covoiturage, donc le totem, des bornes de recharge électrique, des stationnements vélos, des stations de gonflage avec des petites réparations, des abris d'attente aussi, hein, parce que forcément, voilà, avec des circuits courts, c'est ce qu'on disait, des toilettes aussi, et des dispositifs de conciergerie, points de livraison, produits locaux, etc. Voilà, donc ça, c'était un petit peu au niveau des services. Donc, les tailles différentes, oui, ça, je vous ai parlé de ceux qui étaient en cœur de village. Je ne vous ai pas parlé de ceux qui sont périurbains, donc qui sont en limite avec la métropole, où là, carrément, on a une aire de covoiturage, donc c'est le volet, on va dire, qui est en lien avec le département, qui est situé à proximité d'un multiplex et sur une grande infrastructure qui est le contournement nord-est de la métropole, où là, on aura une aire de covoiturage qui sera un PNU qui sera vraiment très, très important. C'est celui d'où partira la piste cyclable qui va de Saint-Gilles-du-Fès, celle que je vous ai présentée, dont on était fiers, hein, qui relie le sud de notre territoire à la métropole de Montpellier. Donc oui, ils ont des tailles différentes. Le plus grand, on n'a pas encore le dimensionnement de l'aire de covoiturage par le département de l'Hérault, mais on sera sur plusieurs centaines de places, je pense. Hein. Et les plus petits, je vous ai dit, les places de parking, on est sur 4-5 places en cœur de village. Donc on a un panel, en effet, qui est vraiment très large. Super. Merci pour toutes ces précisions. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je remercie tous les participants qui ont posé des questions. Ça fait toujours plaisir dans le sens où avant la présentation de l'année. Et je vous remercie bien entendu d'avoir présenté vos actions sur la communauté du Grand Pic Saint-Loup. Il semblerait qu'on n'ait plus de questions. On peut toujours attendre encore quelques secondes au cas où. Mais apparemment, on passe sur les remerciements. Merci. Merci à vous. Et bien, parfait. Il semblerait que tout soit clair. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette web conférence.